Dans l'obscurité d'une nuit sans fin, 3 nouveau-nés pleuraient comme si le monde s'effondrait, leurs cris étouffés par un sac plastique noir. Le froid mordait leurs peaux fragiles, et l'odeur putride des ordures semblait plus puissante que leur peur. Encore couverts de sang et de fluide de la naissance, ils étaient blottis entre des restes de nourriture pourrissante et des seringues usagées. Le sac frémissait de leurs mouvements désespérés, mais personne ne le remarquait. Au cœur de la nuit, dans un terrain vague abandonné de tous, sauf d'eux, un des bébés cessa de pleurer un instant. Ce silence, plus douloureux que leurs cris, poignarda l'air. Puis un nouveau hurlement déchira l'obscurité, un appel désespéré à quiconque pourrait entendre. Et quelqu'un entendit. Un homme marchait lentement, ses pas lourds d'une lassitude qui n'attendait plus rien de bon du monde. Vêtu d'une veste en lin fin, ses chaussures trop impeccables pour cette rue crasseuse, il n'était pas là par curiosité, mais par une fatigue profonde, un ennui qui l'avait poussé à errer dans des quartiers que les gens comme lui feignaient d'ignorer. Soudain, un son faible et irrégulier, un gémissement de vie luttant pour exister, le figea sur place. Ses yeux fatigués scrutèrent l'obscurité, cherchant l'origine de ce bruit dans un décor cauchemardesque. Puis il le vit. Un sac plastique noir, étrangement vivant, frémissant parmi les débris. Il s'approcha, son cœur, endormi depuis des années, s'emballa soudain. Il s'agenouilla, ouvrit le sac. 3 petits visages apparurent, yeux clos, corps encore tachés de sang séché. L'un d'eux avait le cordon ombilical enroulé autour de son ventre. Il ravala son dégoût et sa stupeur en une seule inspiration. Il resta silencieux, observant, comme s'il contemplait un reflet oublié de son âme. Mais il ignorait encore une vérité. Délicatement, il toucha le premier bébé du bout des doigts, sa peau glacée. Sans hésiter, il retira son manteau en cachemire, l'étendit sur le sol, y déposa les bébés et les enveloppa de son mieux. Il tremblait, non pas de froid, mais d'une émotion qu'il n'avait pas nommée depuis ses 23 ans, une époque où il croyait encore en un amour désintéressé. Portant les 3 bébés dans ses bras, il traversa le terrain vague, invisible aux yeux du monde. Il monta dans sa voiture comme s'il transportait une charge explosive, ordonna au chauffeur de démarrer sans préciser de destination. Il finit par les emmener chez lui, dans une demeure de marbre, de verre et de silence, où leurs cris semblaient avalés par un vide émotionnel. Là, au milieu du salon, entouré d'œuvres d'art qu'il ne voyait plus, il déposa les bébés sur un tapis perçant et alluma la cheminée. Alors qu'il croyait avoir accompli quelque chose d'important, l'un des bébés cessa de bouger. Son cœur se figea. Il s'allongea près d'eux, posa une main sur la poitrine du bébé, cherchant un signe de vie. Il était vivant, mais faible, si faible. La vérité le frappa, les sauver ne suffisait pas, ils avaient besoin de soins. Il se leva, déterminé, réalisant que sa fortune pouvait enfin servir à quelque chose. Il appela un vieil ami médecin, sans trop expliquer, 3 vies. Viens vite. En attendant, il resta auprès d'eux, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas seul. Les cris des bébés semblaient résonner en lui, éveillant quelque chose de profond. Le médecin arriva, encore en pyjama, pâle de choc. Il s'agenouilla immédiatement devant les bébés, les examinant avec des mains assurées. L'homme riche, immobile, observait comme s'il assistait à son propre jugement, à la fois coupable et juge. Ils sont faibles, l'un a frôlé l'hypothermie. 10 minutes de plus, et... Le médecin ne finit pas sa phrase, mais ses yeux parlaient. L'homme riche, Édouard Haye, hocha la tête, conscient que son argent pouvait acheter du temps, mais pas les choix qu'il devait faire. Le médecin sentit son hésitation, je ne peux pas les emmener à l'hôpital sans impliquer la police. Tu comprends? Édouard acquiesça. Il reste. Je m'en occuperai, mais personne ne doit savoir. Es-tu sûr? Demanda le médecin. Je n'ai jamais été aussi sûr, répondit Édouard. Le médecin sortit des liquides intraveineux, des lingettes, des gants, et pour la première fois depuis des décennies, Édouard s'agenouilla pour apprendre. Il nettoya les petits corps, tenant les aiguilles de ses mains tremblantes, dans un rituel de rédemption silencieuse. Édouard, fils unique d'un magnate du pétrole, n'avait connu que la froideur des tuteurs, des majordomes et des couloirs de pierre. La seule tendresse de son enfance venait d'une gouvernante italienne qu'il appelait Piccolo. Elle mourut quand il avait 12 ans, et son père n'assista pas à l'enterrement. En prenant soin de ses bébés, il ne ressentait pas de la pitié, mais une colère sourde contre un monde qui les avait abandonnés dans les ordures, comme lui avait été émotionnellement abandonné dans des manoirs. Le médecin termina son travail. Les bébés, désormais propres et au chaud, dormaient paisiblement.
Le silence revint, mais il portait une promesse nouvelle. Si tu veux vraiment faire ça, tu devras cesser d'être l'homme que tu es, dit le médecin avant de partir. Édouard fixa le feu, les flammes dansant dans les yeux des bébés endormis. Il pensa aux actionnaires, à la presse, au cas où si la vérité éclatait. Mais ce qui le bouleversa fut un souvenir, à 10 ans, pleurant seul dans une cave, abandonné après le départ de sa gouvernante. Il toucha le visage du plus petit bébé, dont les yeux bleus, semblables aux siens, s'ouvrirent. Pendant un instant, il vit un miroir, mais aussi un commencement, une idée terrifiante. Il ignorait encore que ces bébés avaient des noms, des histoires, des racines plus anciennes que son intervention. Mais cette nuit-là, il n'y avait que lui et une question lancinante, et s'il échouait? Le soleil se leva, ses rayons colorés traversant les vitraux d'une maison habituée aux ombres. Édouard n'avait pas dormi, veillant sur les bébés comme un gardien d'un secret dangereux. À cette heure précise, Clara Hara, la gouvernante, entra comme chaque matin depuis 20 ans, portant l'odeur du café frais. Mais ce jour-là, elle trouva 3 bébés enveloppés dans une couverture coûteuse, son employeur agenouillé près d'eux, les yeux creux et les mains tachées de lait. « Monsieur Aïe, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, figée. Il se leva lentement, sa voix rauque, 3 vies. Je les ai trouvés dans un terrain vague. Je les ai ramenés ici. Clara Hara, plus mère qu'employée, regarda les bébés, puis lui. Son regard mêlait peur et amour. Ils ont besoin de plus qu'un abri, monsieur Aïe. Ils ont besoin de bras, de lait, de quelqu'un qui sache quand ils souffrent. J'apprendrai, répondit-il. L'amour ne s'apprend pas comme des chiffres. Ça se ressent. Le silence entre eux pesait lourd. Clara Hara, qui le connaissait mieux qu'il ne se connaissait, vit pour la première fois une peur véritable dans ses yeux, non celle de perdre des actions, mais celle de perdre quelque chose d'innommable. Je t'aiderai, dit-elle, mais que vas-tu dire au monde? Édouard marcha vers la bibliothèque, sortit une chemise, écrivit 3 noms fictifs sur des documents officiels, et les signa. Nous inventerons une histoire. Pour l'instant. Clara Hara hocha la tête, comprenant qu'il en avait autant besoin qu'eux. Mais il ignorait encore que cette histoire fabriquée se heurterait un jour à une vérité plus profonde. Ce matin-là, Édouard tenta de nourrir les bébés au biberon, renversant plus de lait qu'il n'en donnait, mais il souriait. Clara Hara ne l'avait jamais vu ainsi, un homme habitué à donner des ordres apprenant à servir. Une nuit, quelqu'un frappa à la porte. Un coup ordinaire, mais chaque son semblait trop lourd. Clara Hara ouvrit prudemment, un livreur, un simple colis. Édouard, réveillé en sursaut, sentit pourtant que tout était fragile. 2 jours plus tard, un entrefilet dans un journal local mentionna un « millionnaire excentrique portant des objets enveloppés dans une couverture ». La rumeur naquit. Ils fermèrent les rideaux, limitèrent les entrées, transformant la maison en cocon de verre. L'épuisement s'installa, non pas physique, mais émotionnel. Les nuits de pleurs, les coliques, l'ignorance d'Édouard le rendaient furieux contre lui-même. Une nuit, il s'enferma dans sa chambre, pleurant en silence, se sentant inutile. Mais Clara Hara, avec son regard de mère, le trouva à l'aube, endormi près du berceau, tenant la main d'un bébé. Puis une femme apparut au portail, jeune, pâle, tenant une photo d'un ventre enceinte, cherchant 3 bébés disparus d'un refuge abandonné. Édouard renforça la sécurité, mais chaque mesure révélait la fragilité de son entreprise. Il n'était pas leur père légal. Un seul faux pas, et tout pouvait s'effondrer. Il tenta de disparaître des radars, vendant des actions, annulant ses apparitions publiques. Les spéculations enflaient, mais personne n'imaginait la vérité nichée dans un berceau. Et pourtant, il ignorait encore une chose, l'histoire de ces bébés, leurs origines, viendrait un jour frapper à sa porte. Mais ce jour-là, dans cette maison de verre, Édouard apprenait à aimer, maladroitement, mais avec une détermination qu'il n'avait jamais connue. En protégeant les bébés, il réveillait aussi des forces enfouies de son propre passé, des souvenirs d'enfance qui ressurgissaient avec une intensité dévorante. Chaque nuit, ses rêves le ramenaient dans un sous-sol glacial, vide, où l'écho d'une gouvernante l'appelant « Piccolo » résonnait avant qu'elle ne disparaisse sans un mot. Dans les pleurs des bébés, il entendait ce même écho, vibrant, obsédant. À minuit, sous une pluie battante, alors que tout semblait enfin apaisé, une ombre escalada le mur. Elle se déplaçait avec une précision calculée, évitant les caméras, posant ses pas sans un bruit. Elle grimpa le long de la façade du manoir, atteignit la cour arrière, le crépitement de la pluie masquant ses mouvements. À l'étage, Édouard somnolait,
un bébé blotti contre lui, respirant doucement. Clara, épuisée, dormait dans le salon. Le nouveau garde faisait sa ronde à l'entrée. Personne ne vit l'intrus. Une fenêtre du rez-de-chaussée céda sans résistance. Une silhouette encapuchonnée glissa à l'intérieur comme un spectre, guidée par un instinct ou une odeur, jusqu'à la chambre des bébés. Elle s'arrêta devant le berceau, immobile, ses yeux cachés dans l'ombre fixée sur l'enfant endormi. Ses mains tremblaient. Soudain, Clara se réveilla, une intuition tranchante lui serrant la poitrine. Elle se leva, mue par une force invisible, et remarqua la porte entr'ouverte du couloir. Sans crier, sans courir, elle poussa la porte. Là, un homme se tenait, figé, la pluie ruisselant sur son visage, ses mains à quelques centimètres du bébé. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Il se tourna lentement, ses yeux humides, non pas de pluie, mais d'une douleur ancienne. « Ce sont les miens. » La tension dans la pièce était palpable, comme un fil prêt à rompre. Édouard surgit derrière Clara, tenant un bébé dans ses bras. La fureur l'embrasa avant même qu'il ne comprenne. « Sortez, maintenant. » L'homme avança d'un pas. Édouard s'interposa, protégeant les enfants de son corps. « Si vous les touchez, je vous détruis. » L'intrus leva les mains, capitulant, mais déterminé. « Je suis leur oncle. Leur mère est morte en couche. » Il expliqua, la voix brisée, qu'il croyait les bébés perdus jusqu'à ce qu'un voisin mentionne un homme riche les ayant sauvés. Clara échangea un regard avec Édouard, qui, sans quitter l'homme des yeux, murmura « Comment nous avez-vous trouvés ?» Une voisine avait vu 3 petits paquets, un sac noir, une voiture luxueuse. La méfiance persistait, mais l'homme, Daniel, semblait sincère. Pourtant, Édouard refusa de céder. « Juste une minute avec eux, s'il vous plaît. » Édouard secoua la tête. « Ce sont les miens, maintenant. » La nuit suivante, Édouard, seul dans son bureau, verrouilla la porte et hurla en silence. Le monde qu'il avait construit s'effondrait. Il se sentait redevenir l'enfant enfermé dans un sous-sol, entendant des pas au-dessus de lui, incapable d'appeler. Daniel n'était pas venu pour détruire, mais pour retrouver ses neveux, dont il rêvait chaque nuit. Édouard, méfiant, le fit escorter jusqu'au portail, dans un silence lourd. Mais en voyant les yeux de Daniel, pleins d'une déception profonde, Édouard ressentit une douleur familière, celle qu'il associait à son propre père. Les jours suivants, la culpabilité le rongeait. Clara parlait à peine. Les bébés attrapèrent un léger virus, et tout semblait lui échapper. Une nuit, fiévreux, il s'effondra sur le sol, rêvant de perdre les 3 enfants, se réveillant en criant. Clara le trouva tremblant, murmurant « Je ne suis pas assez ». Elle s'agenouilla, prit son visage. « Vous avez peur ? Alors ressentez-la. Mais ne fuyez pas. Ils ont besoin de vous, même brisés. » Ce qui avait commencé comme un acte impulsif devenait un amour véritable, douloureux. Plus il aimait, plus il craignait de perdre. Puis, une lettre arriva, une enveloppe sans adresse. À l'intérieur, un document ancien, un nom, une menace. Richard Haye, son père. Édouard trembla, le papier entre ses mains. Clara lut en silence, le nom suffisant à glacer l'atmosphère. Richard n'était pas un père, mais une force écrasante, un empire. Édouard l'avait coupé de sa vie après une dispute explosive, des mots qui résonnaient encore, « Tu es une déception, même quand tu essaies d'aimer. » Richard savait. Et si Richard savait, le monde le saurait bientôt. Édouard, immobile dans le jardin, laissa le passé l'engloutir. Il revoyait les couloirs froids de son enfance, le regard dur de son père, sa fuite à 15 ans, son retour forcé, puis sa liberté achetée par le silence à 21 ans. Mais Richard n'avait jamais oublié. Il attendait, et avec des petits-enfants qui n'étaient pas vraiment les siens, il voyait une opportunité de reprendre le contrôle. 2 jours plus tard, une assignation en justice arriva. Un dossier d'urgence pour la garde, accusant Édouard d'être mentalement instable, un danger pour les enfants. Des photos du terrain où les bébés avaient été trouvés, d'un sac poubelle, accompagnaient le dossier. Quelqu'un les surveillait depuis le début. Édouard s'effondra, littéralement, dans son bureau. Clara le trouva, pâle, désorienté, répétant « J'ai échoué ». Pour la première fois, il envisagea d'abandonner, de rendre les bébés, de disparaître. Mais un bébé roula sur sa couverture, émettant un son presque rieur. Édouard pleura, des larmes chaudes, vulnérables, celles d'un homme trop petit pour ce qu'il protégeait.
Les jours suivants, il refusa de manger, évita le regard de Clara, tenant les bébés sans les toucher vraiment, comme s'il disait adieu. Daniel revint, sonnant à la porte avec des vêtements pour les enfants. Il raconta l'histoire de sa sœur, morte d'une overdose pendant l'accouchement, abandonnée. Les bébés avaient été pris par des trafiquants, puis jetés dans un terrain vague par culpabilité. Ne les perdez pas maintenant. Ils ont besoin de vous, pas de moi. Quelque chose remua en Édouard, mais la menace grandissait. Richard engagea des avocats, diffusa des accusations publiques, traitant Édouard de kidnappeur à la télévision. Le manoir fut encerclé par des caméras, des drones. À la veille de l'audience, Édouard se regarda dans le miroir. Derrière lui, les bébés dormaient, confiants. Dans le silence, il murmura « Je ne sais pas si je peux le faire, mais je ne vous laisserai pas seul. » Le manoir, malgré les enfants, semblait vide. Clara observait, blessée, sachant qu'Édouard portait encore les cicatrices d'un enfant jamais aimé. Elle partit sans un mot, cherchant Margot, une ancienne psychologue qui avait connu Édouard enfant. Margot, désormais âgée, accepta de venir. Le dimanche matin, elle arriva, ses yeux perçants fixant Édouard. « Je t'ai rencontré à 7 ans. Tu te souviens ?» Il secoua la tête. « Tu dessinais une maison noire, sans fenêtre, sans porte. » L'image revint, nette, douloureuse. « Aujourd'hui, tu essaies d'ouvrir des fenêtres, mais tu as peur de la lumière. » Margot toucha sa main. « Ces bébés ne sont pas ta rédemption. Ils sont un miroir. Tu vois en eux ce que tu aurais voulu, être aimé, protégé. » Cette nuit-là, Édouard veilla près des berceaux, chantant faux, apaisant chaque souffle. Quelque chose en lui se réalignait. Mais il ignorait encore un secret. Margot détenait un rapport psychologique jamais soumis, prouvant la négligence émotionnelle subie par Édouard à 7 ans. Clara l'avait trouvé dans des archives. Ce document pouvait changer la donne en justice. Le lendemain, les bébés se réveillèrent en chœur, 3 cris distincts. Édouard, plus droit, plus stable, répondit à chacun avec des mains tremblantes mais assurées. Quand Daniel apporta des vêtements, Édouard l'accueillit. Pour la première fois, il ne refusa pas l'aide, prêt à affronter ce qui venait, avec les bébés comme encre, et un passé qu'il commençait à affronter. Il l'a invité à entrer, lui a demandé de l'aide. Ensemble, les 2 hommes ont habillé les bébés, un ancien cadre et un frère orphelin, unis par un lien indéfinissable, une force invisible qui les dépassait. Ce moment, fragile et précieux, portait en lui une promesse d'espoir, un murmure de rédemption. Le lundi s'est levé, éclatant de lumière, plus lumineux que n'importe quel jour depuis des semaines. Édouard s'est réveillé avant l'aube, son costume prêt, suspendu comme une armure fidèle. Mais ce matin-là, il a hésité. Ce costume, autrefois son bouclier, semblait ne plus convenir à l'homme qu'il devenait, comme s'il appartenait à une vie qu'il laissait derrière lui. Dans le miroir, son reflet avait changé. Les traits fatigués, marqués par la lutte, étaient toujours là, mais ses yeux brillaient d'une présence nouvelle, une lueur d'authenticité. Il était là, pleinement, et cela suffisait. En bas, Clara habillait les bébés avec des mains assurées, bien que son cœur batte d'une agitation silencieuse. Daniel aidait sans un mot, dans une harmonie paisible. Le temps était compté, mais l'amour, lui, était immense. L'un des bébés, celui avec le hochet, saisit le doigt d'Édouard avec une force surprenante, comme pour lui dire « Vas-y, je t'attendrai ». Édouard est parti, le cœur serré mais résolu. Dans la voiture, Margot attendait avec Clara, portant bien plus que des documents, des souvenirs, des preuves que le traumatisme n'est pas une fatalité, que l'amour, même tardif, peut guérir les blessures les plus profondes. À la salle d'audience, l'atmosphère était froide, polie, presque clinique. Richard était déjà là, droit dans son costume, vieilli mais fidèle à lui-même, convaincu que l'argent pouvait tout acheter, même la victoire dans cette guerre. Lorsqu'il vit son fils entrer, il esquissa un sourire, mais un sourire vide, calculé. « Alors, Édouard, tu vas te ruiner pour 3 morceaux de chair jetés à la poubelle ?» Les mots claquèrent comme une gifle, mais Édouard ne broncha pas. Il plongea son regard dans celui de son père, inébranlable. « J'essaie de ne pas devenir toi. » L'audience commença. Le juge, sévère, écoutait les avocats de Richard tirer leurs arguments comme des balles, instabilité, imprudence, environnement inadapté, absence de tutelle légale. Clara fut appelée à témoigner. Elle parla avec clarté, brièvement mais avec conviction, décrivant les nuits blanches, l'engagement sans faille,
et l'homme qu'elle avait vu renaître sous ses yeux. Daniel témoigna à son tour, révélant l'origine des bébés, partageant ce qu'il savait. Il admit qu'il ne pouvait pas les élever, mais affirma qu'Édouard était, sans aucun doute, la meilleure chose qui leur soit arrivée. Puis, contre toute attente, Margot demanda à prendre la parole. Le juge, après un instant d'hésitation, accepta. Elle ouvrit son dossier et en sortit un rapport ancien, daté, signé, tamponné. Votre honneur, ce document, vieux de plus de 30 ans, prouve que M. Édouard Aille a souffert de négligence émotionnelle grave dans son enfance. Ce rapport a été caché au système judiciaire à la demande de son père, Richard Aille, pour protéger l'image publique de la famille. Le juge haussa un sourcil. L'avocat de Richard tenta d'interrompre, mais le mal était fait. Margot poursuivit, sa voix ferme mais empreinte de compassion, cet homme, privé d'amour et de reconnaissance, essaie aujourd'hui de briser ce cycle avec ses mains, son cœur, et le temps qu'il lui reste. Il n'est pas un sauveur. Il est un survivant, et surtout, il est un père. Un silence lourd remplit la salle. Édouard sentit ses yeux s'embuer, mais il tint bon, debout non plus comme l'héritier des Aille, mais comme un homme qui avait choisi de se battre. Le juge demanda une pause, annonçant qu'il lui fallait 72 heures pour examiner le contexte et rendre une décision finale. 3 jours de suspense, un vide incertain. De retour chez lui avec Clara et les bébés, le trajet fut silencieux, mais d'un silence différent, empreint d'espoir plutôt que de défaite. Pendant ces 3 jours, Édouard s'autorisa à vivre comme un père, sans garantie. Il se réveillait aux pleurs des bébés, cuisinait pour Clara, donnait le bain avec un bébé dans les bras, racontait des histoires inventées le soir. Chaque geste tissait un lien, non seulement avec les enfants, mais avec lui-même. Un soir, Clara murmura, « Tu sais ce qui m'a le plus touché au tribunal. Tu n'as pas dit mes enfants. Tu as dit qu'ils t'avaient choisi. » Édouard sourit, et pour la première fois, il crut que cela pouvait être vrai. Le 3e soir, le téléphone sonna. Il sonna 3 fois avant que Clara ne décroche. La voix du juge, formelle et sèche, résonna à l'autre bout. Chaque mot portait le poids d'un verdict. Édouard attendait sur le porche, un bébé endormi dans ses bras. Quand Clara raccrocha, ses yeux étaient humides, mais pas de tristesse. « Tu as gagné. » Le monde sembla s'arrêter. Puis le bébé contre sa poitrine respira plus profondément, et Édouard comprit. La bataille, pour l'instant, était gagnée. Le juge avait reconnu le lien émotionnel, les dommages qu'une séparation causerait, et les manipulations de Richard. Une garde provisoire fut accordée à Édouard, avec la possibilité de poursuivre une adoption formelle. Mais la victoire fut de courte durée. Cet après-midi-là, une nouvelle manchette éclata, un magnate perd la garde au profit de son étrange fils. La guerre des Aille pour 3 orphelins mystérieux. La maison fut assiégée par des journalistes, des caméras, des drones. Pourtant, à l'intérieur, il n'y avait que silence et soulagement. Daniel arriva avec un simple gâteau. Clara pleura en le voyant. Édouard, sans mots, les serra tous les deux dans ses bras, non pas pour les remercier, mais parce qu'ils étaient sa famille. Plus tard, près de la cheminée, Clara trouva Édouard, plus léger. Non, dit-il, juste entier. Il regarda les flammes, pensant non plus à ses entreprises ou au nom de sa famille, mais aux yeux des 3 bébés. Il murmura, « Maintenant, j'arrête de survivre et je commence à vivre pour eux. » Mais il y avait encore quelque chose qu'il ignorait. L'un des bébés, celui avec le cri le plus perçant, portait une petite cicatrice derrière l'oreille. Un détail insignifiant, jusqu'à ce que Clara l'examine de plus près. Elle prit une photo et l'envoya à une amie infirmière, spécialiste des naissances d'urgence. 2 heures plus tard, l'infirmière rappela, « Clara, ce bébé a subi un accouchement forcé, une césarienne bâclée. Il pourrait avoir des complications plus tard sans thérapie physique précoce. » Édouard, entendant l'appel, agit sans hésiter. Il contacta un hôpital privé, expliqua la situation, demanda une discrétion totale et prit rendez-vous. Pour la première fois, il jouissa de son autorité, non pas pour contrôler, mais pour protéger. Le lendemain, ils emmenèrent le bébé à l'hôpital. Les tests révélèrent une négligence médicale grave. Les dossiers d'accouchements illégaux de cette date firent surface, et une découverte bouleversa tout, le nom de la mère biologique fut retrouvé. Daniel, en l'entendant, fut stupéfait. C'était sa sœur. Les registres révélaient une naissance sous la menace, dans un sous-sol transformé en abri de fortune, abandonné peu après.
La douleur prenait désormais une forme, des visages, des dates, des responsabilités. Face à cela, Édouard prit une décision inattendue, nous allons tout dire. Plus de secrets. Le lendemain matin, il donna une interview exclusive, parlant calmement, du cri dans le sac à la lutte pour la garde. Il n'utilisa pas de grands discours, juste la vérité. L'interview devint virale. Des milliers de messages affluèrent, certains haineux, mais la plupart débordant d'amour. Un message se démarqua, d'une femme à Chicago, mon fils a été abandonné dans un sac, non par rejet, mais par peur. Vous m'avez donné le courage de le chercher. Édouard pleura en le lisant, non pas pour sa beauté, mais parce qu'il réalisa que sa douleur n'était pas unique, mais que son acte, lui, l'était. Cette nuit-là, pour la première fois, les 3 enfants dormirent dans la même chambre, sous un plafond constellé d'étoiles phosphorescentes. Édouard s'allongea sur le sol, observant les lueurs, écoutant leur souffle lent et régulier. Il sourit, mais il ignorait encore quelque chose. Richard préparait un dernier coup, non pour reprendre la garde, mais pour détruire l'image publique d'Édouard. Un dossier de son passé, des rapports manipulés sur son instabilité émotionnelle, ses crises de panique, ses tentatives de fuir l'internat. Le dossier arriva un matin nuageux, dans une enveloppe sans expéditeur, laissée dans la boîte aux lettres. Clara la trouva en premier, reconnut les tampons, l'odeur d'un passé non résolu. Elle l'apporta à Édouard avec précaution. Il l'attendait. Dans son bureau, il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, des pages, des photos d'enfance, des rapports scolaires, des notes froides sur ses rébellions, une coupure de journal, le fils du magnate porté disparu pendant 48 heures. Tout était conçu pour dépeindre un homme brisé, inapte à être père. Mais Édouard lut calmement, sans colère. Lorsqu'il finit, il posa la dernière page, expira, puis appela Richard. Son père répondit, sa voix mêlant ennui et pouvoir. Il t'a fallu du temps. Tu as perdu. Pas encore, répondit Édouard. Signe ce que tu veux, mais écoute-moi d'abord. Silence. Tu n'as jamais compris l'amour, papa. Parce que l'amour demande de la faiblesse, et tu ne sais qu'être fort. L'amour, c'est du courage, et j'ai fini d'avoir peur de toi. L'appel se termina dans le silence. Édouard raccrocha, se leva, alla dans la nurserie, prit le plus léger des bébés, respira profondément et murmura, « Tu grandiras en sachant que tu as le droit de pleurer, de faillir, et que tu seras aimé quand même. » Mais il ignorait encore quelque chose. La semaine suivante, Richard fut hospitalisé pour un léger AVC, selon les nouvelles. Pas de visiteurs, pas de déclaration. Étonnamment, il ajouta une clause à son testament, aucune interférence future dans la garde des enfants. La guerre était finie, et une vie nouvelle commençait. Les mois passèrent. La maison s'emplit de sons, pleurs, rires, petits pas trébuchant dans le couloir. Clara choisit de rester pour de bon. Daniel devint l'oncle préféré, toujours là avec des histoires et des fruits. Margot passait tous les dimanches. Et Édouard, lui, devint une routine, un foyer, des bras pour les tenir. L'adoption fut finalisée lors d'une cérémonie discrète. 3 nouveaux certificats de naissance, 3 noms choisis avec soin, un pour honorer son propre enfance, un pour la femme qu'il avait aimée en silence, et un pour la mère inconnue, morte avant de voir ses enfants vivre. Dans le jardin ce jour-là, Clara prit une photo, Édouard assis sur l'herbe, les 3 bébés sur ses genoux, couverts de gâteaux, riant fort. La photo fut encadrée, placée près de la porte d'entrée, non comme un trophée, mais comme un phare. Mais il ignorait encore l'ampleur de son histoire. L'interview toucha des millions de vies. Des ONG naquirent, des lois furent réexaminées. Édouard refusa prix et titres honorifiques, disant simplement « J'ai entendu un cri, et j'ai répondu ». Des années plus tard, un matin ordinaire, le plus jeune des 3, alors âgé de 7 ans, s'assit près de lui et demanda « Papa, pourquoi m'as-tu choisi ?» Édouard sourit. « Parce qu'avant ta naissance, j'étais quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était l'amour. Et maintenant, je suis juste toi, en version adulte. » Le garçon ne comprit pas tout, mais il sourit, et cela suffisait. Dans la scène finale, Édouard marcha dans le parc avec les 3 enfants. Chacun tenait une de ses mains, le cadet perché sur son bras. Le soleil filtrait à travers les arbres, le vent soulevait les feuilles, et un silence paisible, plein de vie, les enveloppait. Ils croisèrent une femme pleurant sur un banc. Édouard s'arrêta, réfléchit, puis s'approcha. « Vous allez bien ?
Elle leva les yeux, rougit, les mains vides. Il n'ajouta rien, s'assit à côté d'elle et resta. Il savait désormais que face à un cri véritable, le silence est la réponse.